Le Vieil Ouest était une période bien connue d'anarchie. Il n'est donc pas surprenant qu'il y ait eu de nombreux tueurs en série actifs dans les prairies et les déserts d'Amérique du Nord. Qu'ils aient tué pour le profit, le plaisir ou les deux, l'impact était extrême. Les photos et le caractère impitoyable des crimes suivants peuvent vous choquer. Alors préparez-vous mentalement à la brutalité que nous allons vous montrer maintenant. Photo 1. Vous ne voulez pas tomber sur un tueur en série, mais si je vous disais qu'il y avait une famille qui tuait tous les jours dans le Vieil Ouest. Sur cette photo, tu verras les Bloody Benders, les aubergistes tueurs du Kansas. À la fin de l'année 1870, la famille Bender, apparemment inoffensive, s'est installée dans le canton d'Osage, au Kansas, avant de devenir l'un des tueurs en série les plus célèbres du Far West. Attirant les voyageurs fatigués en leur promettant un havre de paix, cette famille de 4 personnes a transformé son auberge douillette en abattoir, assassinant brutalement jusqu'à 21 victimes qui ne se doutaient de rien. À une époque où l'Ouest était plein de dangers, un refuge était un bien précieux. Les Bender jouaient le rôle d'une famille aimante, offrant nourriture, repos et chaleur. Mais une fois que leurs hôtes avaient le dos tourné, ils leur défonçaient le crâne, volaient leur argent et les enterraient dans l'arrière-cour. Les survivants du projet meurtrier des Benders ont raconté des rencontres qui font froid dans le dos. Ils ont parlé d'une configuration particulière. Un drap suspendu dans une pièce, les hommes se cachant derrière et les femmes exhortant les invités à s'asseoir sur une chaise spécifique. Ceux qui refusaient voyaient loin la rage de Ma Bender, puis les hommes sortirent menaçants de derrière le drap. Ces voyageurs prudents ont probablement échappé à la mort à quelques secondes près. Malgré leurs crimes odieux, les Bender ont disparu sans laisser de traces, échappant à toute capture et laissant leur effroyable héritage entouré de mystères. Photo 2. Tuer une famille avec une hache ou chasser des lièvres. Je ne vois pas de différence. Voici Stephen D. Richard, le monstre du Nebraska de l'Ancien Ouest. C'est la seule vraie photo qui existe de ce tueur. Et comme vous pouvez le voir, il n'a pas échappé à la justice. Surnommé le Nebraska Fiend, Stephen D. Richards était la réponse du Far West à Ted Bundy. Homme charmant et éloquent, Richards a laissé une traînée de terreur dans son sillage, contrairement à Bundy, ne montrant aucune préférence pour ses victimes. Il assassinait sans distinction, d'un jeune homme avec lequel il s'était disputé à une mère et ses 3 enfants, qu'il massacrait brutalement à coups de hache. Il a comparé le meurtre de cette famille à la chasse aux lièvres, ce qui donne froid dans le dos. Au total, Richards a fait 9 victimes. Contrairement à certains hors-la-loi notoires de son époque, il n'a pas échappé à la justice. Le démon du Nebraska trouva la mort sur la potence en 1869, mettant un terme à un chapitre sinistre du Far West. Photo 3. Vous voulez rencontrer le Jeffrey Dahmer du Vieil Ouest? Want a piece of man? Levi Boone, Helm, le cannibale du Kentucky de l'Ouest sauvage, a pris cette question un peu trop au sérieux. Levi Boone Helm, un montagnard et tireur d'élite notoire, a gagné son horrible surnom de Kentucky Cannibal. Cannibale du Kentucky. Helm et sa bande terrorisaient l'Oregon et l'Idaho par leurs vols et leurs meurtres impitoyables. Lorsqu'il rejoint le gang, Helm a déjà laissé une traînée sanglante de cadavres dans son sillage. Un épisode déchirant a cimenté son infamie. Pris dans une tempête de neige meurtrière, Helm et son compagnon Burton découvrent une cabane vide et sans nourriture. Lorsque Burton s'est suicidé, Helm a pris la décision glaçante de cannibaliser son corps pour survivre. Après la tempête, Helm reprend sa vie de criminel, mais son règne de terreur n'est pas sans fin. Lui et son gang ont fini par être capturés et jugés. Malgré ses efforts pour se défendre, Helm est condamné et pendu, laissant derrière lui
l'une des figures les plus macabres du Far West. Photo 4. Il a laissé une trace avec ses photos de ses victimes, mais jusqu'à aujourd'hui, ce tueur en série n'a pas été identifié. Nous parlons de The Servant Girl Annihilator. Ce tueur en série a assassiné 7 femmes et un homme à Austin, au Texas, en 1884 et 1885. Il a également mutilé 6 autres femmes et 2 hommes. On pense que ces meurtres étaient en partie motivés par le racisme, car de nombreuses de victimes étaient noires. Le meurtrier attaquait généralement ses victimes pendant qu'elles dormaient avant de traîner les corps à l'extérieur. La police a reçu des rapports contradictoires sur l'apparence du tueur, les témoignages divergeant sur le fait qu'il était blanc ou noir. Jusqu'à 400 hommes ont été arrêtés pour ces crimes, mais aucun n'a été condamné. Photo 5. Qu'on sache que j'ai tué 51 hommes, que ça saute. Ces mots sont ceux de James Miller, tristement célèbre sous le nom de Miller le tueur, qui menait une double vie, celle d'un meurtrier à gages au sang-froid, tout en se faisant passer pour un pratiquant dévoué. Surnommé Deacon Miller, en raison de sa fréquentation assidue de l'Église et de son apparente absence de vice, il ne fumait pas et ne buvait pas, trompant ainsi sa communauté par son image publique pieuse. Cependant, sous cette façade se cachait un tueur impitoyable. Le côté sombre de Miller est apparu pour la première fois lorsqu'il a orchestré le meurtre du fiancé de sa sœur, un homme qu'il détestait. Bien qu'arrêté et condamné, Miller a échappé à la justice lorsque les charges ont été annulées pour vice de forme. Il a ensuite transformé ses penchants meurtriers en une carrière lucrative, acceptant de grosses sommes d'argent pour procéder à des exécutions. Son apparence vertueuse dissimulait ses sinistres activités à sa communauté sans méfiance, lui permettant même de devenir brièvement un homme de loi. Cependant, sa chute survient lorsqu'il assassine un ancien marshal adjoint, provoquant la colère de la population. Une foule enragée capture Miller, et alors qu'il s'apprête à le pendre, il s'écrie avec défi « Laissez-la se déchirer ». L'effrayante dualité de James Miller et sa mort finale ont cimenté son héritage comme l'un des personnages les plus fourbes et les plus dangereux de l'Ouest sauvage. Photo 6. John Wesley Hardin était le dernier homme dont on aurait pu penser qu'il deviendrait un hors-la-loi vicieux. Le fait d'être né et d'avoir été élevé par un prédicateur n'a pas empêché John de s'attirer des ennuis dès son plus jeune âge. Il tue pour la première fois à l'âge de 15 ans et ne s'arrête pas à un seul homme. Il est possible qu'il ait tué jusqu'à 42 hommes. Son tempérament était bien connu et il était courant qu'il tue tous ceux qui le dérangeaient. John ne tuait pas seulement les personnes gênantes, bien sûr. À son époque, il était courant de tuer les gens ou de les gens et de les voler ensuite. John a fini par être emprisonné pour ses crimes, ce qui était rare dans cette liste, mais il n'a pas échappé à la justice des justiciers. Après avoir passé 17 ans en prison, John a vécu à El Paso, au Texas. Comme vous pouvez l'imaginer, avec son tempérament et tout le reste, il n'était pas très apprécié. Un jour, John s'est disputé avec un homme de loi nommé John Selman. Peu après, Selman s'est approché de John et lui a tiré une balle dans la tête. Photo 7. Bill Longley, le psychopathe impitoyable du Vieil Ouest. Bill Longley était un psychopathe au sang-froid qui a laissé des traces de balles de mort dans son sillage dès l'âge de 20 ans. Connu pour son tempérament explosif et son racisme avoué, Longley s'en prenait souvent aux Noirs et aux Mexicains. Son règne de terreur s'est notamment traduit par un incident au cours duquel lui et ses amis ont rencontré 3 hommes noirs, Green Evans, Pryor Evans et Ned, qui étaient des esclaves affranchis se rendant chez des amis. Longley et sa bande tiennent les hommes en joue
Dans leur panique pour s'échapper, Green Evans est abattu. Le dernier acte de Longley fut le meurtre de son ami d'enfance, Wilson Anderson. Déjà recherché, Longley voit sa tête mise à prix et des groupes d'autodéfense se mobilisent pour le traquer. Finalement capturé et condamné, Longley risque d'être exécuté par pendaison. Sa mort est loin d'être rapide et indolore. Le nœud coulant, initialement desserré, lui fait toucher le sol avec les genoux. Lorsque la corde a finalement été tendue, Longley a subi une suffocation lente et atroce qui a duré 11 minutes avant qu'il ne meure. La vie et la mort de Bill Longley soulignent la brutalité et l'anarchie du vieil Ouest, laissant derrière lui un héritage de violence et de haine raciale. Photo 8. Ils ont tué sa femme, il a mangé leur foie. John Jeremiah. Garrison Johnston, connu sous le nom de Johnson mangeur de foie, était un montagnard dont la vie est entourée de légendes. L'histoire la plus tristement célèbre raconte comment il a gagné son horrible surnom. Selon les récits, après que sa femme a été tuée par un Amérindien Crow, Johnston s'est lancé dans une vendetta contre toute la tribu. On dit qu'il a tué plus de 300 guerriers Crow, qu'il les a scalpés et qu'il a mangé leur foie. Une grave insulte pour les Crows, qui croyaient que le foie était essentiel pour l'au-delà. Cependant, la vérité est probablement moins macabre. Johnston n'a probablement jamais mangé le foie de qui que ce soit. La rumeur est probablement née d'une sombre plaisanterie qu'il partageait et qui est devenue incontrôlable. Malgré cette légende sanglante, Johnston aurait fini par faire la paix avec la tribu des Crows. En réalité, les Crows étaient connus pour être amicaux avec les pionniers américains, ce qui ajoute à la difficulté de distinguer la réalité de la fiction dans l'histoire de Johnston. John Jeremiah Garrison. Johnston est mort en 1900, sans le sou et sans famille, laissant derrière lui un héritage qui mêle mythe et réalité dans les annales du Far West. Photo 9. Delphine Lalaurie, riche mondaine de la Nouvelle-Orléans, est entrée dans l'histoire pour les horribles traitements qu'elle infligeait aux esclaves. Ces atrocités ont été révélées en 1834 lorsqu'un vieil esclave a mis le feu à la maison de Lalaurie dans une tentative désespérée de suicide pour échapper à ces punitions brutales. Lorsque les autorités ont réagi à l'incendie, elles ont découvert une scène macabre dans le grenier, où plusieurs esclaves ont été trouvés dans divers états de torture. Elle a tenté de transformer une femme en chenille humaine. Elle a enroulé les intestins de ses esclaves autour de leur corps comme des ceintures. Elle a fourré des déchets animaux dans la bouche d'une femme, puis l'a cousue. Et ce n'est que le début. La cruauté de Lalaurie ne date pas d'hier. Elle avait déjà fouetté une jeune fille depuis le toit, ce qui avait incité la police à la forcer à vendre ses esclaves. Cependant, elle a contourné le problème en demandant à ses proches d'acheter les esclaves et de la ramener et de les ramener secrètement chez elle. Dans un acte de compassion sans précédent pour l'époque, les voisins de Lalaurie, indignés par ces actes inhumains, ont formé une foule. Ils la chassent, elle et sa famille, de leur maison, assurant ainsi la fin de son règne de terreur. L'héritage de Delphine Lalaurie est un rappel brutal de la cruauté qui peut se cacher derrière une façade de richesse et de respectabilité, faisant d'elle l'une des figures les plus tristement célèbres de l'histoire de la Nouvelle-Orléans. Photo 10. Avez-vous déjà entendu parler du plus célèbre flingueur du Far West? Billy the Kid, né Henry McCarthy en 1859, est un nom qui suscite la peur et la fascination dans le cœur de beaucoup. À l'âge de 18 ans, il s'était déjà taillé une réputation comme l'un des plus tristement célèbres trafiquants d'armes de la frontière américaine. La légende veut qu'il ait tué 21 hommes, un pour chaque année de sa courte vie. Mais qui était vraiment Billy the Kid? Un tueur de sang-froid ou un jeune homme incompris pris dans la violence de son époque? L'histoire commence dans les rues difficiles de New York,
où le jeune Henry McCarthy est né. Orphelin dès son plus jeune âge, il part vers l'Ouest avec sa famille à la recherche d'une nouvelle vie. Mais le Far West est un endroit sans loi et Henry ne tarde pas à se retrouver du mauvais côté de la loi. Au début de son adolescence, il avait déjà été arrêté pour un petit vol. Mais c'est dans le territoire du Nouveau-Mexique que Henry McCarthy devient véritablement Billy the Kid. Pris dans la sanglante guerre du comté de Lincoln, une violente querelle entre factions rivales se disputant le contrôle de l'industrie du bétail, Billy se révèle rapidement un tireur habile et mortel. Sa rapidité d'exécution et son comportement intrépide lui ont valu des alliés et des ennemis. L'acte le plus tristement célèbre de Billy eut lieu en 1880, lorsqu'il s'échappa du palais de justice du comté de Lincoln, tuant au passage 2 adjoints. Cette évasion audacieuse ne fait qu'ajouter à sa légende. Malgré de nombreuses chasses à l'homme et une forte prime sur sa tête, Billy a réussi à échapper à la capture à plusieurs reprises, devenant un symbole de rébellion et de résistance contre les autorités corrompues de l'époque. Mais qui était le véritable Billy the Kid? Certains affirment qu'il était un tueur impitoyable, responsable de la mort de 21 hommes. D'autres affirment qu'il était un héros populaire, défendant la justice dans un pays sans loi. La vérité, comme toujours, se situe quelque part entre les deux. Billy était sans aucun doute le produit de son environnement, un jeune homme qui tentait de survivre dans un monde où la violence était souvent la seule réponse. En juillet 1881, la chance de Billy a fini par tourner. Il est retrouvé et abattu par le shérif Pat Garrett dans une pièce sombre de Fort Sumner, au Nouveau-Mexique. Il n'avait que 21 ans. Mais sa légende a perduré, immortalisée dans d'innombrables livres, films et chansons. Photo! Pote 11. Préparez-vous à une chevauchée sauvage au cœur du vieil Ouest. Faites connaissance avec le gang Doolin Dalton, également connu sous le nom d'Oklahombres et de Wild Bunch. Fondé par le tristement célèbre William Bill, Doolin en 1893 après le raid désastreux du Dalton Gang à Coffeyville. Cette bande est rapidement devenue une légende de l'anarchie. Opérant dans le territoire indien, aujourd'hui l'Oklahoma, le gang était composé de hors-la-loi tristement célèbres tels que George Bitter Creek, Newcomb, Charlie Pierce, Oliver Hall Yantis, William Marion Bill Dalton, William Tulsa Jack, Blake, Dan Dynamite Dick Clifton, Roy Dougherty, alias Arkansas Tom Jones, George Redbuck, Waitman, Richard Little Dick, West et William F. Little Bill Reidler. Pendant 3 années palpitantes, ils ont terrorisé l'Arkansas, l'Oklahoma et le Kansas en commettant d'audacieux braquages de banques, de diligences et de trains. Malgré leurs crimes impitoyables, le charisme de Bill Doolin leur a valu une image de Robin des Bois, gagnant le soutien des habitants qui les ont aidés à échapper à la loi et les ont même soutenus lors de leur légendaire bataille contre les U.S. Marshals à Ingalls, dans l'Oklahoma. Le 1er septembre 1893, la tristement célèbre fusillade d'Ingalls éclate. Retranché dans le saloon de George Ransom, le gang affronte la loi dans une fusillade sanglante qui fait 9 morts et blessés, dont un adjoint qui meurt sur le coup et 2 autres qui succombent à leurs blessures sur le lendemain. Le gang n'en sort pas indemne. 3 hors-la-loi sont blessés et Arkansas, Tom Jones et Kausu sont capturés. Le règne de terreur du gang Doolin Dalton se poursuivit jusqu'en janvier 1896, lorsque Bill Doolin fut capturé par le légendaire Deputy U.S. Marshal Bill Tilghman, alors qu'il se détendait dans un bain public d'Eureka Springs, dans l'Arkansas. Mais l'histoire de Doolin ne s'arrête pas là. Il s'évade de la prison de Guthrie, en Oklahoma,
aux côtés de Dynamite Dick Clifton et d'autres, échappant ainsi à la capture pendant des mois. La saga s'achève le 25 août 1896, près de Lawson, dans le territoire de l'Oklahoma. Lorsque Heck Thomas et sa troupe coincent Doolin, celui-ci choisit de se battre. Après avoir tiré 2 fois, il est abattu sous une pluie de balles de l'adjoint Bill Dunn et de Thomas, ce qui marque la fin des exploits notoires de la Wild Bunch.